Vous l'aurez certainement reconnu, la célèbre marche des chasseurs ardennais, interprétée par la musique des guides, placée sous la direction du lieutenant Torfs. La section documentation du Cercle d'histoire du pays de Bastogne vous présente le récit inédit de la prise de la ville le 10 mai 1940 par les troupes allemandes. La reconstitution en a été faite sur base d'un travail de M. Le Sire, président du Cercle, qui a recueilli de nombreux témoignages des acteurs belges ayant participé à la défense de la ville. Cette nuit du 9 au 10 mai 1940 était toute printanière. Ciel étoilé, douce brise, tout le monde dormait, fenêtre entr'ouverte. Rien ne laissa tout d'abord prévoir le grand cataclysme qui allait s'abattre sur l'Europe occidentale. Dans cette belle nuit de mai, à la frontière, quelques douaniers avaient cependant entendu ronronner des moteurs d'un charroi qui devait être impressionnant d'après la densité du bruit sourd et continuel qui venait de l'Est. Rue de la Roche, vers minuit, la caserne s'anima brusquement. Des ordres venaient d'y parvenir, des ordres alarmants où les mots « Alerte générale » résonnèrent autrement que les fois précédentes. Ce n'était plus une répétition, c'était la guerre. La veille, les permissions avaient été rétablies. Cette situation n'était pas bonne pour l'armée belge. Allait-elle se trouver plus ou moins désorganisée dès le début ? Mais déjà partaient les télégrammes, les coups de téléphone, les estafettes, rappelant à la caserne les heureux permissionnaires de quelques heures. Ceux qui étaient restés occupaient les postes de défense prévus depuis des mois et des mois. Les heures de la nuit, cependant, s'écoulaient malgré tout, et Bastogne dormait du sommeil du juste, sans se douter de ce qui se préparait. Il est 4h30. Une déflagration secoua la ville. On se précipite aux fenêtres. Encore une alerte ? On apprendra plus tard que les soldats ont obstrué le passage sur la route de Nef à Bastogne en faisant sauter des mines. Un vacarme assourdissant remplit le ciel laiteux de l'aube. Des escadrilles d'avions moteurs rageurs passent. Le bruit s'estompe dans le lointain, les gens déjà debout s'interrogent du regard. Et de nouveau, des escadrilles passent, rapides comme des vols de rapaces qui partent en chasse. Quelqu'un crie « C'est la guerre, l'INR vient de l'annoncer !» On se précipite vers les postes de TSF. Hélas, c'est bien vrai, l'Allemagne a commencé d'envahir l'Europe occidentale. Et Bastogne n'est pas bien loin des frontières germaniques. Subitement, un fantôme horrible se dresse dans la mémoire des plus âgés. Souvenez-vous des hordes teutones de 1914. Songez à leurs méfaits aux civils massacrés. Et la panique s'installe parmi la population, d'autant plus que passent les premiers réfugiés grand-ducaux. M. Fernand Toussaint verra arriver par le chemin Claude de Humain une vingtaine d'enfants de Longvilly et de Moinet en route vers Marche qui diront que les Allemands les chassent devant eux. Les hésitants se décident, l'évacuation a commencé. Certains iront jusqu'à Saint-Quentin, d'où ils rentreront assez tôt, hébétés, méconnaissables, avec des figures tragiques. Ils ont subi des bombardements journaliers, certains même ont dû abandonner quelque part dans une ambulance un être cher, blessé. D'autres ont enterré un des leurs dans un cimetière lointain, d'autres encore ont perdu la trace de leurs compagnons. Les horreurs de la guerre. De nombreux bastognards atteindront le sud de la France et ne rentreront que fin juillet, en août bien souvent, pour retrouver leurs maisons pillées, leurs magasins saccagés ou détruits par le bombardement. Dans les deux internats, les autorités n'hésitèrent pas. On renvoya les élèves. À 8 heures, le supérieur du séminaire libéra les siens. Ceux-ci quittèrent la ville à pied, valise à la main.
Les jeunes gens qui prirent la direction de Neufchâteau rencontrèrent assez vite des parachutistes allemands, des chasseurs ardennais déjà prisonniers, des soldats français, à cheval et en voiture, montant vers le front d'un air un peu bravache. Voici la relation du départ des jeunes filles des sœurs Notre-Dame, écrite par une sœur dans le cahier des souvenirs. Nuit tragique. On apprend par la TSF que la Belgique est envahie. Une détonation a d'ailleurs réveillé tout le monde très tôt. Nos élèves sont prêts à partir. Hélas, plus de communication possible. Elles doivent faire à pied le chemin de Bastogne à Marche ou Gouvy. En route, celles-ci rencontreront des soldats allemands. En effet, le trafic ferroviaire était interrompu dans le sud-est de la Belgique, bombardement de nœuds de communication à Jemelle notamment, par l'aviation allemande ou voie rendue inutilisable par les Belges faisant sauter des aiguillages. Par exemple, un morceau de rail retombera sur le pont de Marche, et ses destructions rendaient ce passage dangereux. Celui-ci était en effet l'endroit où la majorité des évacués se rencontraient afin de fuir vers l'ouest. Les chasseurs ardennais de garde-là en virent défiler des milliers fouillant l'envahisseur en abandonnant leurs biens. Ils s'en allaient à pied, à vélo ou dans des chariots tirés par les valeureux chevaux. Déjà la matinée s'avançait, le flot des réfugiés s'atténua. Vers midi, la rue des remparts était déserte. À 10 heures, des avions de reconnaissance avaient lancé des tracts tels que « Nous ne sommes pas des barbares » et bien d'autres choses encore. Il en existe d'ailleurs un exemplaire au musée de l'armée aux Invalides, section belge à Paris. Très tôt, vers 5h30, des avis de mobilisation générale avaient été collés sur tous les panneaux d'affichage. Les jeunes gens de 16 ans et plus devaient se rendre à Bernissart, et lorsque Raymond Kenner y arriva parmi les premiers à vélo, rien n'était prévu pour les recevoir. Dans toute la région, des animaux erraient partout, abandonnés par leurs maîtres. Cela allait des canaris aux vaches en passant par les cochons. Et dans le ciel bleu enflammé de soleil, les avions ennemis passaient toujours. On espérait malgré tout que s'y mêleraient des escadrilles alliées, mais on attendit en vain les combats aériens. Au début de l'après-midi, il ne restait pas 300 civils à Bastogne. Mais avant d'aller plus loin, et pour mieux comprendre le déroulement de ces événements, voyons quelle était la mission des chasseurs ardennais. Le rôle des bérets verts dans la région de Bastogne était de retarder l'ennemi le plus longtemps possible pendant qu'à l'arrière, on s'organisait. Le 2e bataillon à garnison à Bastogne attendait de pied ferme la prise de contact avec l'ennemi. Soldats, sous-officiers et officiers appliquèrent les notions de combat apprises et répétées en temps de paix avec calme et entrain, comme s'ils étaient à l'exercice. La défense de la ville était essentiellement confiée à la 5e compagnie. Son chef, le commandant Enroth, appelé affectueusement par ses hommes Livy Blanc, ne perdit pas la tête et eut une vision claire des combats. Il parvint finalement à retirer ses soldats de Bastogne en ne perdant qu'un seul homme, et ce, malgré la fureur de l'engagement. Il avait établi son poste de commandement, son PC, dans la maison de gardeur au pied de la citadelle. Que de héros qui l'ignorent sans doute ont vécu ou vivent encore parmi nous. Quant aux positions établies, retenons que la 5e compagnie, essentiellement composée de cyclistes, s'étalait du chemin de fer de Gouvy jusqu'à la route de Wills à l'est. Le premier peloton du sous-lieutenant Didier, de l'adjudant Jules Lahy et du sergent Firmin Beauvire se trouvait entre la route de la Chapelle et celle de Wills. Le 2e peloton du sous-lieutenant Van Hoof entre la route de Mont et la route de la Chapelle. Quant au 3e peloton du sous-lieutenant Henry, il avait pris position entre le chemin de fer de Gouvy, la route de Nef et le chemin de Mont. Il est à remarquer que le 1er peloton, vu sa position derrière la colline, n'entra pas en contact avec l'ennemi. Mais 6 de ces hommes, commandés par l'adjudant Lahy, s'illustreront au chemin des Roches, comme nous l'expliquerons plus loin. Après le survol des dispositifs de défense belges, vivons maintenant les premiers contacts avec l'ennemi dans les environs de Longvilly. Si l'on veut raconter l'histoire du 10 mai 1940 des chasseurs ardennais,
C'est par ce récit qu'il faut commencer. Cette aventure est arrivée au sergent bien connu, Jean Lupinois, et à ses 4 soldats. Le 9 mai 1940, ces hommes étaient de garde à la frontière grand-ducale, située à 10 km de Bastogne, près du village de Longvilly. C'est donc là que la guerre les surprit. Depuis l'aube du 10 mai, ils se doutaient bien que quelque chose de peu ordinaire se passait. En effet, en plus des escadrilles d'avions allemands qui surgissaient derrière les collines et filaient vers l'ouest, 2 gendarmes se replièrent en triple vitesse, avertis par un motocycliste. Mais comme le téléphone du poste était en panne, c'était habituel, paraît-il, il était impossible d'entrer en communication avec la caserne Bastogne, donc pas d'ordre. Que faire? Rester? Attendre? Le sergent Lupinois envoya alors un de ses hommes à Bastogne afin qu'on le prévienne par estafette de ce qu'il fallait faire. La situation était incommode, l'endroit lui-même n'était pas bon. Le poste était dans un fond, la route de retraite obstruée par des arbres abattus. Difficile de se replier également en vélo avec armes et bagages, au total 45 kilos. Aussi le sergent décide-t-il de remonter le matériel au-dessus de la côte. Ensuite, il redescend avec le soldat Sprentels pour être prêt à procéder à la destruction prévue pour obstruer davantage encore le passage vers l'intérieur. Il a laissé les 2 autres soldats, Évrard et le jeune, à la garde des vélos. Et l'attente anxieuse continue. Tiens, un bruit de moto. Serait-ce l'estafette de Bastogne ? Les 2 hommes remontent la côte en courant. Et là-haut, que voient-ils? D'un côté, les 2 soldats belges qui jouent avec un gamin. De l'autre, les mitrailleuses de 3 Seydkar braquées sur eux. Les Allemands. Ils sont arrivés par le chemin des fraudeurs. Et plus loin, d'autres ennemis surveillent leurs moindres gestes. Que faire? Se battre? Fusil contre mitrailleuse? Se rendre? Ce serait bien plus sage. Les Belges s'avancent, bras en l'air, vers les Allemands qui les encerclent en un clin d'œil. Un officier allemand s'approche. Il tend des cigarettes aux prisonniers, puis il jette les verrous des fusils et des jumelles du sergent dans le bois proche. Jean Lupinois est alors séparé des soldats et placé en tête de colonne, à vélo, encadré de 2 Seydkar, direction Longvilly. Ils atteignirent assez rapidement le village où les gens sont rassemblés à un carrefour. Qu'est-ce qui c'est ça pour des soldats? Chut, des Allemands. Tout le monde s'éclipse prudemment. 2 soldats en permission, Schumer et Mignon, veulent s'éloigner. Ils sont faits prisonniers. Cependant, devant l'aspect débonnaire de l'envahisseur, les gens reviennent. L'un d'eux, M. Prunt, qui parle bien l'allemand, sert d'interprète. Mais déjà, la colonne reçoit l'ordre de se mettre en route vers Bastogne. Toujours Jean Lupinois en tête. Le chef alors les quitte et part en reconnaissance vers Magerais. Au poteau d'Arlancourt, arrêt. Jean peut s'asseoir. Le chef revient et bientôt une discussion assez vive s'élève entre lui et ses subordonnés. Le sergent croit comprendre que l'officier veut le libérer alors que les autres ne sont pas d'accord. Finalement, l'officier a raison et ordonne à notre Jean de filer. Celui-ci ne se le fait pas dire 2 fois. Il se méfie cependant un instant car il croit qu'il va être tué par derrière. Heureusement, rien de tel ne se passe et jamais vélo ne sembla plus léger. Magerais est dépassé en trombe, voilà déjà Nef, la côte est vite avalée. Ouf, Bastogne. Mais il doit descendre de vélo à la chicane détruite. Il y est accueilli par Paul Holzmacher, puis par le lieutenant Henri. Ce dernier téléphone aussitôt à la caserne. Mais là, comble des combles, on lui rit au nez. « Qu'est-ce que c'est pour une blague? C'est du cinéma? Venez vous expliquer ici !» Là, le sergent Lupinois expliqua son aventure au lieutenant de garde qui n'en croyait pas ses oreilles. Il regagna alors son unité, la 4e compagnie, à sa vie. Plus tard, pour la 2e fois, la bonne, hélas, il fut fait prisonnier. Un des points fortifiés de la défense de Bastogne était la carrière d'Elperdange. C'est normalement le sergent Jean-Jean qui aurait dû défendre la position occupée par le T-13, sorte de canon 4-7 porté par une chenillette. Le T-13 disposait de 60 obus, mais la réserve normale était vide.
Comme le sergent était parti en permission la veille, c'est le sergent Évrard qui dirigea le combat, car Jean-Jean ne rentrera de Virton à la caserne Bastogne que vers 10 heures. Le commandant Cher l'envoya à la carrière où il arriva en pleine bagarre. Mais laissons parler le tireur Albert Péché. Le groupe dont je faisais partie était composé de 4 hommes. Le sergent Évrard, qui faisait fonction de chef de pièce. Leclerc Joseph, pointeur. J'y étais tireur. Pignolet chauffeur. Notre mission était de tenir le carrefour Bizory chemin des morts, actuellement le Mardasson, et la destruction de la route de Nef. Notre char, dans sa position carrière d'Elperdange, situé chemin des Roches, très bien camouflé dans un trou, le canon au niveau du sol, la coupole mobile pouvait être orientée pour tirer de droite et de gauche. Elle était recouverte d'un camouflage. Et tout à côté, nous avions construit une hutte faite de rondins et recouverte de gazon et de branches. C'était notre habitation. À l'intérieur, il y avait 4 lits. 2 fois 2 lits superposés. Une table coffre dans laquelle nous rangions nos couverts et tout notre barda. Car nous étions là en permanence, ravitaillés 3 fois par jour. Et si j'ai bonne mémoire, il s'agissait du sergent Georges Nadin qui nous ravitaillait. La vie s'organisait comme suit. Le sergent, qui avait la responsabilité du groupe, un homme de garde, un homme de piquet et l'autre en repos. La durée de la garde était à notre convenance. Ce jour-là, 10 mai 1940, environ entre 2 et 3 heures du matin, alors que le clerc était de garde, j'entendis un bruit de moteur. Je sortis de mon lit et courus prendre la relève. Le clerc me dit « Méfie-toi ». La voiture s'était arrêtée à quelques 100 mètres de là, et quelqu'un en sortait une lampe de poche à la main, mais sans mot d'approche ni de passe. C'est alors que, braquant et armant mon pistolet, je criai « Halte ou je tire !» L'homme en question stoppa. Il s'éclairait le visage, afin d'être reconnu, et me dit « Je suis le lieutenant Berger. Je vous préviens que vous êtes en état d'alerte. » Et il repartait. Le ciel était beau, le jour n'allait plus tarder à venir. Mais je dois vous dire, afin de continuer cette histoire, que devant nous, un peu à gauche et environ 30 mètres, il y avait un fortin occupé par le caporal Geps et ses hommes, en tout 4. Et derrière nous, à environ 100 mètres, il y avait le caporal Barthélemy, aussi 4 hommes. Je vous signale que le caporal Barthélemy et ses 4 hommes se trouvaient postés derrière une haie longeant la prairie d'Ifranche, face à la route de Clairvaux. On se demandait bien pourquoi cette alerte, mais nous fûmes vite fixés, car déjà on entendait des bruits d'avions qui passaient très haut. Puis tout à coup, ce fut la décision. Il était 4h30. Nous entendîmes une sonnerie de clairon, puis une grande déflagration. C'était la destruction du grand tournant qui se trouve en face du Petit Moulin, c'est-à-dire entre le Petit Moulin et le chemin des morts. Ceci coupait le passage vers Bastogne, étant donné que des 2 côtés il y avait la tranchée anti-char. C'est à ce moment que le sergent Évrard donna l'ordre de nous mettre en tenue de combat, faire chauffer le char, mettre toutes nos affaires en place, charger vos pistolets, contrôler les obus, car aussi je vous signale qu'une pièce de canon 4-7 dispose à son bord de 20 obus explosifs, 40 obus de rupture ou perforants, ainsi qu'une caisse de fusée RYG. Ce fusée RYG veut dire fusée instantanée, qui servent à armer les obus explosifs. C'était la guerre, pas de doute. C'est alors que j'aurais dit à mes copains, le premier de ces qui montre le bout de son nez est un homme mort. Il faisait jour. Les avions commençaient à passer de plus belle, toujours plus bas. Tout se passa comme cela jusqu'à vers 10 heures. Le pont du chemin de fer, Bastogne-Grand-Duché, saute. Des débris venaient tomber jusqu'à nous. On voyait des civils qui fouillaient vers Bastogne en criant « Ils sont à Longvilly ». Mais aux environs d'11 heures, quelqu'un marmonna « Les voilà ». C'était un sidecar qui arrivait à la destruction. Les paroles rituelles commencèrent.
Le sergent cria « Chargez la pièce !» Obus explosif. Pièce chargée. Attention, feu. Et c'est fait. Promesse tenue. C'est immanquable, car depuis des semaines, avec le sergent instructeur Léon Jean-Jean, nos simulacres de tir et exercices de pointage se faisaient sur ce point que nous devions défendre. Des exercices d'1 heure par jour et une pièce de précision, rien ne pouvait rater. Mais ça continue. Le sergent Évrard avait repéré des motos alignées entre le chemin des morts et la ferme d'Issène, sur la crête, aux environs de Mardasson. Vraiment sur le haut. C'est alors que de tous côtés de nous, les mitrailleurs se mirent à crépiter. La voix du sergent alors retentit. Obus explosif. Allez-y. C'était fini pour la théorie. On y allait. 6 obus et fini pour ces motos. Quelques instants de repos. Environ vers 11h30, le gibier devenait plus gros. Alors que toutes les mitrailleuses donnaient, il nous arrive une auto blindée vers la chicane. Un seul obus de rupture a suffi. Et ce fut autour des chars. 3 ont subi le même sort. La cadence était vraiment bonne. À peine le temps de souffler un peu, que déjà 4 camions chargés de soldats allemands et de matériel arrivèrent à leur tranchée anti-char, près de la ferme Beslinck. Cette ferme Beslinck, je vous le signale, est située Pont-de-Pierre. Tout de suite, les mitrailleuses belges crépitèrent à nouveau. Les soldats allemands cherchaient à faire un pont pour passer la tranchée anti-char. Et en même temps, certains sortaient du camion et se mettaient en batterie avec de petits camions canon 4-7. Le sergent nous ordonna de faire sauter le dernier canon. Pour éviter, je m'excuse, ici je reprends, nous ordonna de faire sauter le dernier camion pour éviter que les autres puissent rebrousser chemin. Cette fois, mauvais calcul de distance, tir trop court. C'est une bête de la ferme qui fut tuée dans la prairie. Au deuxième coup, le canon flambe. Puis, deuxième ordre. Premier camion, même sort. Mais de ces camions allemands sortaient des rafales de mitrailleuses et des obus de 3-7. Cela dura encore quelques minutes, le temps de recharger, et 4 ou 5 fois, et c'était fini, exterminé. Autour des débris, le silence total régnait. À 12h30, nous reçûmes l'ordre de quitter notre position. Nous étions repérés. Et je vous assure que ça chauffait pour nous. Le char qui était en rodage avait quelque peine à grimper la rampe de son trou. Alors, nous sommes allés nous placer derrière la haie de la prairie Lifranche, chemin des Roches. À peine 5 minutes plus tard, l'abri que nous venions de quitter était frappé en plein. Dieu merci. Nous avions vu les soldats du caporal Goetz et ses hommes qui allaient se poster un peu en arrière, et le caporal Barthélemy et les siens en faire autant. Alors, la contre-attaque de l'adjudant Laï et ses hommes, 5 mitrailleurs. Celle-là fut très chaude, nous permettant ainsi de gagner la forge Moreau et nous reprendre un peu, car nous étions très fatigués et surtout très énervés. Là, encore un coup de chapeau pour l'adjudant Laï et ses mitrailleurs. Je les ai rencontrés ce jour, mais à ce moment, il n'était pas question de parler de félicitations. Aussi, un grand merci à monsieur et à madame Moreau pour le réconfort. Merci. « 13h30. L'ordre de repli général à l'ouest de Bastogne arrive. Le T-13 prend position derrière la forge Moreau. Des chasseurs sont invités à prendre une tasse de café et M. Moreau déclare « Je n'ai jamais vu des hommes aussi noirs et aussi énervés. » Il propose à Goetz de le cacher puisqu'il ne sait plus bien marcher, mais celui-ci refuse. D'ailleurs, un camion chargé du matériel des soldats l'attend près de l'ancien arsenal des pompiers, rue du Vivier. Toute la troupe remonte vers la route de marche. Il est entre 14h30 et 15h30. Abandonnons ces vaillants soldats et voyons comment se comportent d'autres chasseurs ardennais aux autres points de défense. Vers 14h30 arrive par la route de Mont un autre T-13, le 524 du sergent Tinant, piloté par le chauffeur Levesque. Ce groupe avait pris position à la fosse de Mont, à quelques dizaines de mètres de la tranchée anti-char, creusée dans une prairie près d'une haie.
De là, on pouvait observer la route de Wills. Les soldats ont tellement tiré d'obus que le tube du canon est chaud et qu'il y a risque de surchauffe et d'enrayement. Deux autres groupes n'ont pas chômé non plus, le 2e et le 3e peloton. Depuis la ligne de chemin de fer de Gouvy jusqu'au chemin de Mont, le 3e peloton du lieutenant Harard et le 2e peloton du lieutenant Vanhoff ont arrosé de leurs balles de mitrailleuse la colline du Mardasson et la route de Bizory. Vers 11h45, ils reçoivent l'ordre de repli. La position du peloton Vanhoff est difficile. Le soutien de la carrière est pratiquement terminé et la ligne de retraite, une haie, est prise sous le feu de l'ennemi. Il ne reste plus que le fossé. Les hommes commencent à s'y traîner, tirant derrière eux vélo et barda. C'est trop lent. Le lieutenant Vanhoff saute sur son vélo, entraîne son monde sous les rafales ennemies et file vers Bastogne. Sauvé. Pas une perte. À gauche, le 3e peloton du lieutenant Harard va se replier par le chemin de fer. Cependant, le soldat Lecomte se trouve entre la voie de chemin de fer et le fortin du caporal Caddy. Il est terré dans son trou avec son fusil mitrailleur, et l'ordre de repli ne lui parvint pas. Il va être le témoin de l'acte d'héroïsme des occupants du fortin. Il voit le caporal Caddy et ses hommes sortir de leur fortin sous un mitraillage intensif et se retirer par bonds successifs vers le chemin de fer. Ils emportent la mitrailleuse. Hélas, le caporal Caddy s'écroule, blessé par une balle. Le soldat Bouillon le charge sur ses épaules, abandonnant le pied de la mitrailleuse, et sous les rafales, le groupe atteint la maison du piqueur, où il dépose le caporal Caddy, mourant. Mais l'ennemi n'est pas loin, alors rébêtés, les malheureux chasseurs quittent leurs camarades et se replient vers la ville. Le caporal Caddy devait mourir peu après. Il était entre 13h30 et 14h. Nous avons pris au hasard des notes quelques interviews de soldats qui participèrent au combat ou au décrochage de nos troupes. Finalement, en se faufilant le long du talus du chemin de fer, René Lecomte parvint à reprendre la route de Clairvaux. Il longea les murs alors que les balles sifflaient à ses oreilles. Enfin, le séminaire. Il retrouva son vélo en Picon-rue, remonta la Grand-Rue avec le sergent Holzmacher et alla se désaltérer à la pharmacie Hens. Il y demanda un mouchoir de poche. Il erra par-ci, par-là, dans les rues désertes, sur le carré, et brusquement, dans un fracas épouvantable, le pont de marche sauta. Des pierres crépitèrent sur les trottoirs, contre les façades, puis un silence de mort régna. Et notre René qui n'était pas passé de l'autre côté. À travers un nuage de poussière, il se précipita vers le pont. Un trou, des poutres enchevêtrées. Peu importe. Traînant son vélo, il descendit le ravin, traversa les voies du chemin de fer, enjamba les déblais et grimpa péniblement sur l'autre bord. Enfin, la route de marche. Hop, sur le vélo. Déjà, voici la gendarmerie. Des bruits de moteur sur le côté droit. C'étaient des motorisés allemands qui contournaient les destructions. Bientôt, ils allaient atteindre la route de marche. Alors, dans un sprint étourdissant, le soldat René Lecomte rejoignit son unité. Monsieur Louis Philippard, 4e compagnie, était de garde au pont qui surplombe la rue des Déportés, menant à l'abattoir actuel. Pour les Bastognards, c'était le pont du Petit Congo. En sa qualité de caporal, il commandait 3 soldats. Il avait fait cacher les vélos près du chantier, petit, et avait commis un de ses soldats à leur garde. Il fut averti vers 9h qu'il devait se tenir prêt à faire sauter le pont. On tiraillait déjà sur le côté gauche de la voie de Gouvy. La mitraillade s'intensifia vers 11h30, cela crépitait de partout. Vers 14h, ils aperçurent les Allemands sur la voie. Ceux-ci se dirigeaient vers le jardin de la maisonnette du piqueur. Ils emportaient le cadavre du caporal Caddy dans une couverture pour l'enterrer. À 14h15, le caporal Philippard et le soldat non-bluet de Nef descendirent le remblai, mirent la charge à feu et se sauvèrent en longeant haies et fossés pour reprendre leur vélo. Alors, une explosion ébranla la nature derrière eux. Mission accomplie. De la route d'Oufalise, les hommes voulurent rentrer en ville par le passage à niveau, mais on allait le faire sauter vers 14h30.
Ils rentrèrent par la route de la Roche à la caserne, qui était déserte, puis gagnèrent le pont de marche. Il faut noter également que le soldat David était le chauffeur du 4-7 en position route de Wills, près de la maison Bernard. Mais le T13 était en panne. Il se rendit à l'atelier de réparation de la caserne, tracté par un camion conduit par Maurice Gape. Mais il dut quitter Bastogne non réparé et fut abandonné près de Namur. À l'autre extrémité du front bastognard, M. Constant de Halleux était de garde, sergent, chef de poste à la destruction de l'Outremange. 6e compagnie, 3e bataillon, 3e peloton du lieutenant Lheureux. Il fut mis en alerte à 1h du matin. Et déjà vers 2h, lui et la gendarmerie supplétive qui faisait une ronde aperçurent des motocyclistes allemands venant de Tarchamps, mais ces derniers rebroussèrent chemin. Maurice de Halleux fit sauter la chicane à 5h du matin et vers 8h30 rentra à Bastogne pour faire son rapport au lieutenant Didier. Il repartit alors vers son unité cantonnée entre la chapelle Notre-Dame de Bonne-Conduite et le garage Arzé, route d'Arlon. Le 3e peloton reçut l'ordre d'aller aider les chasseurs de Baudange, mais cette tâche fut annulée. Il devait ensuite partir à la rescousse de la 5e compagnie, mais nouveau contre-ordre. Finalement, il leur fut signifié de se retirer aux environs de 13h. Ils se replièrent par le chemin de Musy vers Snonchamp après 16h, où ils furent attaqués par les chars allemands qui avaient contourné Bastogne. M. Fernand Toussaint était de garde au pont de Marche avec 5 camarades sous les ordres du sergent Dropsy. Il se trouvait dans une maisonnette construite à quelques mètres de l'actuelle maison des taxis Gaudron. Durant la nuit du 9 au 10 mai, ils avaient reçu l'ordre de se tenir prêts à faire sauter le pont. Pour amorcer, la première chose à faire était de casser le verre d'une petite boîte, ce qui fut fait immédiatement. On était prêts. La matinée passa, les évacués traversaient le pont par milliers. Des camions des dépôts Courtéou emportaient les gens qui le demandaient. L'endroit était dangereux à certains moments car on faisait sauter les aiguillages du chemin de fer passant sous le pont. Un morceau de rail atterrit même sur la route, ne blessant heureusement personne. Les heures angoissantes passaient et la garde était dans l'expectative. Le pont de Marche était l'endroit par où les défenseurs de Bastogne devaient quitter la ville. 14h15. Une explosion loin sur la ligne de Gouvy, c'est le pont du Congo qui saute. 14h30, encore une déflagration plus proche. C'est le passage à niveau de la gare du Nord qui, à son tour, est détruit. Les militaires commencent à passer, filant en vélo et en ordre vers de nouvelles positions préparées sur la route de Marche. Voici le commandant en route. Tout le monde devrait être passé. Non, dit le commandant, très calme. Il reste un camion, route de Clairvaux, qui ne parvient pas à démarrer. Ordre est donné d'aller le chercher. Le peloton Vanov protégera l'opération. Prudents, les soldats redescendent la ville. Face à l'une des entrées du séminaire, contre l'ancienne clinique, près d'un vieux canon de la guerre 14-18, un soldat allemand est là. Déjà. Une rafale et il tombe mort. Enfin, le camion. On tiraille de partout. Partira? Partira pas? Ça y est, le véhicule démarre. Il est grand temps. Et voici qu'arrive aussi péniblement le T13 de Tinan, que l'on croyait bloqué et qu'on n'espérait plus revoir. Vite! Le pont va sauter! Enfin, tout le monde passe, sauf, bien entendu, René Lecomte, dont nous venons de vous raconter l'Odyssée. Déjà on allume le pétard. Sauf qui peut! Le soldat Toussaint atteint, hors d'haleine, la gendarmerie. Se couche dans le fossé près de la propriété Ancé et, caché derrière un sapin, attend, haletant, anxieux. Sautera-t-il ce sacré pont? Un nuage de fumée et de poussière s'élève soudain. Aussitôt, une détonation terrible. Des pierres volent partout. Mission accomplie. Et le soldat Toussaint se retire aussi sur les positions prévues. Le T13 de Tinan devra être abandonné, après avoir été rendu inutilisable. Le commandant en route enverra dans la ville une patrouille composée du caporal Paulet et des soldats Maillon et Burdon, afin d'être renseignés sur les positions ennemies avec l'ordre de ne plus tirer.
Au passage à niveau de la gare du Nord, des civils réquisitionnés remblayent déjà les trous énormes. Les soldats allemands entrent prudemment dans la ville. Le T13 Évrard prit position en arrière-garde près de la ferme Grandjean. Il tirait vers le fond de Ranval, mais voilà un camion qui arrive de Bastogne. Belle cible. Ne tirez pas, ce sont les civils. C'est le marchand de vieux fer, Gesselot, qui fuit. Ouf. Et voici que, venant de marche, des automitrailleuses françaises surgissent. Arrêt. On se renseigne sur les positions allemandes. Les Français, rendus prudents, se dirigent vers Bastogne. La mission du T13 belge était terminée et les chasseurs rejoignirent leur unité. Vers 18h, raconte Joseph Léonard, téléphoniste, nous fîmes sauter le central téléphonique d'Islaes, installé dans le château Grendel, où le major Delvaux avait son PC. Déjà, les balles allemandes crépitaient de partout, brisant les vitres. Il était temps de filer vers Horteville. Là, dès que les troupes françaises furent repassées, le sergent Firmin Beauvire fit sauter le pont. Autre volet des événements. Nous vous présentons les souvenirs de quelques civils parmi les 300 restés à Bastogne. Il est 13h, ça tiraille de partout aux abords de la ville. Une trentaine de personnes se sont réfugiées dans les caves des Sœurs de Notre-Dame, le long de la Grand-Rue, comme la famille Doms par exemple. Les gens sortent et rentrent sans arrêt, apportant un flot de fausses nouvelles qui viennent d'on ne sait où. La famille Poste-Frazel se groupe au commissariat où se trouve également le commissaire Parmentier et sa femme, en compagnie de monsieur le greffier Lebout et son épouse. Des déflagrations plus fortes secouent de temps à autre une atmosphère lourde d'angoisse et d'incertitude. La destruction des ponts, certainement. 3 obus percutent la façade du séminaire côté ferme. Vers 14h, des gendarmes remontent la Grand-Rue à vélo. Parmi eux, Madame Parmentier reconnaît Monsieur Materne qu'elle interpelle. « Où sont-ils » Il répond par un geste d'ignorance. Pierre Touchek, le fontainier, passe et crie au commissaire. « Jumva veille !» Le pharmacien Hens, sa femme et sa fille Madeleine accueillent 4 chasseurs ardennais qui leur annoncent. Ils arrivent. Parmi ces 4 soldats, 2 bastognards. Paul Holzmacher et René Lecomte. Ils pensent que le caporal Caddy est mort de ses blessures. Ils disent que Jean Le Pinois a été fait prisonnier à Longvilly, puis libéré. Monsieur Hens leur donne à boire, puis ils s'en vont. Vers 15h30, une déflagration terrible ébranle la ville. Le pont de la route de marche vient de sauter. Une grêle de pierres oblige les rares personnes encore dans les rues à s'abriter. Une pierre atteint même le trottoir de la boucherie Schlackmulders aux jumeaux. Des cailloux sifflent au-dessus des toits des magasins Ancet et Courtéou côté gare du Sud. Le plafonnage de la pharmacie Hens tombe par plaques. Des vitres volent en éclats et des souliers du magasin 2 chambres, actuellement chez Fautré, s'éparpillent sur le trottoir. Des pierres énormes crépitent dans le jardin et le parc des Sœurs Notre-Dame. D'autres percent les toitures et les plafonds supérieurs de la salle des fêtes et des dortoirs. Puis un calme lourd s'établit. Monsieur Poste et son fils, ainsi que monsieur Bisson, se hasardent jusqu'au pont de marche. Il régnait dans les environs une atmosphère irrespirable, faite de poussière qui flottait partout. Roger Doms dit qu'il respirait une odeur de terre. Le silence règne. L'hôtel Gérard, près du pont, a résisté. Ses murs tiennent encore, mais en face, l'hôtel Picard s'est effondré en partie. Depuis la place du Carré jusqu'au pont, on gravit des monticules de terre fraîchement remués, mêlés de pierres et de blocs de béton, si bien qu'on peut entrer dans l'hôtel Lebrun de plein pied par les fenêtres défoncées. Devant l'hôtel Picard, on marche presque à hauteur des fenêtres du premier étage. On peut voir les chambres délabrées. De là, on surplombe un trou énorme. Le pont s'est écrasé sur le chemin de fer. Un chien coincé hurle à la mort au fond du talus et ses cris de douleur percent un silence effrayant. Place du Carré, M. Bissen hisse le fils Poste, il avait 12 ans à l'époque, sur un camion luxembourgeois abandonné.
et le gamin jette un cajot de salade, 2 gros saucissons et du savon de Marseille. On ne sait jamais. Et puis, autant pour nous que pour les autres. Puis il rentre au commissariat. À peine y sont-ils que Pierre Touchec, le fontainier communal, remonte la grande rue en criant « Lève-la !» Une fusée blanche, venant de derrière le séminaire, tombe sur le trottoir de l'actuel fleuriste Pondan. Vite, on se terre à l'intérieur des maisons. Il est entre 15h30 et 16h. Lentement, méthodiquement, des formes grises occupent la ville. Les Allemands sont là. Le cœur des bastonnières bat sourdement dans leur poitrine oppressée. Toujours les souvenirs de 14 ans. Que va-t-il se passer? Les soldats ennemis progressent lentement, venant du bas de la ville. Ils longent prudemment les façades. De chaque côté de la rue, un officier, pistolet au poing, crie en français tous les 10 mètres. « Fermez les portes et les fenêtres !» Mademoiselle de Pienne, impatiente de voir ce qui se passe, se hasarde à regarder par la porte vitrée de son magasin. Elle se trouve nez à nez avec un soldat allemand au casque garni de branchages. On imagine la tête des 2 personnages. Tout se passe bien, mais Mademoiselle de Pienne est bien pâle. Le soldat continue sa progression, des grenades dans les bottes. Quelques minutes plus tard, la ville de Bastogne est entièrement investie. Roger Dom s'aperçoit un soldat allemand qui monte la garde près du pont de Marche détruit. Monsieur Léon Jacquemin, courageux bénévole, il sera encore présent dans les moments critiques de 44, essaye de trouver un officier responsable pour lui annoncer qu'il ne se trouve plus un soldat belge en ville, et ce, afin d'éviter aux habitants des sévices quelconques. Mais l'occupant se montre charmant avec lui. « Nous ne sommes pas des barbares. Nous sommes venus vous délivrer. » Monsieur Jacquemin fera fonction de bourgmestre et s'occupera surtout du ravitaillement en prenant les vivres et les vêtements dans les magasins abandonnés par leurs propriétaires, magasins qui d'ailleurs avaient été pillés par les civils et les soldats. Monsieur Jacquemin remboursera les marchandises vendues aux ayants droit sitôt qu'ils seront rentrés de l'évacuation. Quant à monsieur le doyen Gavrois, il évacua lui aussi, mais seulement jusqu'au couvent des pères franciscains. Il faut noter aussi que la rapidité de la présence allemande dans notre région est marquée par le fait suivant, raconté par le curé de Nives. Le 10 mai au matin, comme il demandait de loin à un soldat s'il avait passé une bonne nuit, la réponse qu'il reçut en allemand lui fit comprendre qu'il s'agissait d'un parachutiste ennemi. Pour terminer, rapportons ce propos. Il est 18h, Madame Parmentier, femme du commissaire de police à l'époque et parlant couramment l'allemand, est interpellée sur le pas de porte par des soldats. Où sont les autres civils? Ils ont quitté la ville, ils ont eu peur des avions. Ce n'est pas vrai. Ils ont eu peur de nous. Nous sommes pourtant des gens civilisés. Qui a fait sauter le pont? Les soldats belges. Ils le reconstruiront. Et une belle soirée de printemps clôtura cette bien sombre première journée de guerre et d'occupation. Occupation qui se termina le 10 septembre 1944 à 15h30 et qui avait duré 1585 jours, c'est-à-dire 38 040 heures. Monsieur Péché, nous avons écouté ensemble le récit de la bataille et notamment votre récit descriptif de tout à l'heure. Je profite de votre présence pour vous poser une petite question. Maintenant, en 1944, 40 ans plus tard, quel est pour vous le fait le plus marquant de cette bataille? Vous savez, question de faits marquants, il y en a beaucoup. Mais entre autres, je citerai une petite anecdote que j'aurais pu intercaler dans le sujet, mais je n'osais pas. Je vais vous le raconter. C'est-à-dire que lorsque nous étions dans la carrière,
nous avons eu l'occasion de voir un soldat allemand se présenter au-dessus de nous, grenade en main, croyant la lancer dans la coupole du char et ainsi nous détruire. Au moyen de la carabine, je l'ai mis hors de combat. Il est tombé dans la carrière. Un deuxième s'est présenté. Le même sort lui était réservé. Un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et un septième. On suivit le même chemin. Il y avait un huitième homme, mais celui-là s'est couché au-dessus de la carrière. Notre sergent qui est monté est allé l'abattre à bout portant au moyen de son pistolet GP. Et voilà le fait qui m'a le plus marqué. Merci, Monsieur Péché, de nous avoir accordé une partie de votre temps de ce 10 mai. Radio Ardennes, en collaboration avec le Cercle d'Histoire, vous a présenté le 10 mai 40 à Bastogne. Cette reconstitution en a été faite sur base d'un travail de M. Le Sire, président du Cercle, qui a recueilli de nombreux témoignages des acteurs belges ayant participé à la défense de la ville. On remercie également M. Péché qui, bien volontiers, est venu nous prendre et nous donner de plus amples renseignements sur cette bataille du 10 mai 40. On remercie également Jean-Marie Post qui nous a très bien aidé dans ce travail. À toutes et à tous, une bonne journée du 10 mai. À la technique, vous avez pu retrouver Myriam. Emmanuel s'occupait de la présentation.